Bonjour et bienvenue dans la 10e vidéo sur la chaîne Économétrie pas à pas. Cette vidéo est dédiée à la lecture des tables statistiques. Comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo, consacrée notamment à la mise en œuvre des tests statistiques, la lecture des tables statistiques est une étape indispensable pour conclure un test statistique. Dans les précédentes vidéos, notamment dans la vidéo 8 et 9, nous avons vu que pour obtenir la statistique théorique notée S, il faut lire la table statistique correspondant à la loi de distribution de la statistique calculée S étoile, qui est en fait la statistique déduite à partir des données et des données fournies dans l'énoncé ou dans l'énoncé de l'exercice ou dans les matériels qui servent à conduire l'étude, notamment à partir de l'échantillon. Ensuite, une fois qu'on a déterminé, S, la statistique théorique, et S étoile, la statistique de test calculée, on compare ces deux statistiques et pour pouvoir conclure le test. Bon, si vous n'avez pas vu justement ces vidéos, c'est-à-dire la vidéo 8 et la vidéo 9 qui présentent la procédure générale de test, je vous les recommande en fait, parce que dans ces vidéos, je présente vraiment les concepts purement théoriques, mais aussi les aspects pratiques, ainsi que des exercices d'application. Maintenant, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter les différentes méthodes de lecture des tables statistiques, aussi bien pour déterminer la statistique théorique S ou pour déterminer la probabilité grand P correspondant. Vous avez remarqué que lorsqu'on déroulait les tests statistiques, notamment le test bilatéral, on allait chercher la valeur de probabilité, les quantiles, toujours dans une table statistique. Et je vous avais promis qu'à la suite de ces vidéos, j'allais faire des vidéos dédiées à l'exploitation des tables statistiques. Donc, la vidéo d'aujourd'hui et les vidéos qui vont suivre vont aller dans ce sens. Donc, mais avant de rentrer vraiment dans le cœur du sujet, il faut qu'on se mette d'accord réellement sur ce qu'on entend par table statistique très concrètement. Dans ce cas, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'une table statistique? Tout simplement. Voilà. Dans une définition simple, on va dire qu'une table statistique, c'est une représentation tabulaire de la loi de probabilité d'une variable aléatoire. Je répète encore, une représentation tabulaire de la loi de probabilité d'une variable aléatoire. Pour rappel, la loi de probabilité d'une variable aléatoire x est une relation de correspondance qui associe à chaque valeur xi une valeur de probabilité pi. Je ne sais pas si on est d'accord sur ce principe. Une loi de probabilité, c'est tout simplement faire correspondre à une valeur de probabilité de réalisation ou voilà, une valeur de probabilité PI à une valeur XI d'une variable X pouvant prendre un ensemble de valeurs. Vous avez par exemple on va dire, vous prenez par exemple l'âge de décès des individus. Vous prenez une population de personnes décédées et vous observez les âges auxquels les personnes sont décédées. Les personnes peuvent décéder à l'âge de 5 ans, 1 an, 80 ans, 100 ans, etc., etc. Et à chaque valeur observée de décès, vous associez une valeur de probabilité. Voilà. Donc, à chaque valeur, et en faisant correspondre une valeur de probabilité, c'est-à-dire quel est le pourcentage ou bien la probabilité de décéder à 5 ans, la probabilité de décéder à 50 ans, la probabilité de décéder à 100 ans, etc., etc. Pour toutes les valeurs observables de décès, vous établissez ce qu'on appelle en pratique une loi de probabilité. Donc, je rappelle, donc la loi de probabilité, en pratique, c'est une relation de correspondance qui associe à chaque valeur xi de la variable une probabilité pi. Voilà. Donc, si vous souhaitez avoir plus de détails sur la définition et les caractéristiques des lois de probabilité, je vous conseille de voir ou de revoir d'ailleurs les vidéos 5 et 6 qui présentent amplement ces notions avec des exemples d'application à l'appui. Ici, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en théorie, pour établir la loi de probabilité, on utilise généralement une relation mathématique
qui à chaque valeur permet d'obtenir une valeur PI. Cette fonction est généralement appelée une fonction de densité ou fonction de répartition lorsqu'on fait la somme sur plusieurs valeurs. Par exemple, vous vous rappelez, lorsqu'on présentait les lois de probabilité dans les vidéos 5 et 6, je vous ai présenté cette expression, par exemple, qui concernait la fonction de densité de la loi normale. On disait que chaque PI, ici je vais vous détailler un peu les composantes de cette expression. Vous voyez d'abord dans cette formule, il y a le xi qui apparaît au-dessus de l'exponentielle, c'est la valeur observée. On a dit tout à l'heure l'exemple de l'âge de décès d'un individu, c'est xi. Donc, et pi qui est à gauche de l'expression, c'est la probabilité. Donc, quelle est la probabilité pour une valeur xi? Quelle est la probabilité pi? Cette relation, bon, là, voilà, ici, c'est 1 sur racine, 1 sur sigma fois racine de 2pi fois exponentielle moins 1 demi xi moins mu sur sigma. Mu ici représente l'âge moyen. Par exemple, si on reste toujours dans le cas de l'âge auquel les personnes décèdent, mu, c'est l'âge moyen de décès. Et sigma, c'est l'écart type ou la variance. Donc, si on reste toujours dans le cadre de décès, quelle est la probabilité de décéder à un âge xi? Donc, la relation xi-pi forme ce qu'on appelle loi de probabilité. Et ça, c'est un exemple typique pour établir la loi de probabilité pour une variable suivant une loi normale. On peut aussi avoir l'expression pour une loi de Poisson, une loi binomiale, une loi de Student ou une loi de Kidde. Donc, pour chaque loi identifiée déjà dans la théorie statistique, on a une expression liée à la densité de probabilité. Je ne sais pas si on est d'accord sur ce principe. Donc, ici, tout ça pour dire que, pour résumer, que pour obtenir la probabilité correspondant à n'importe quelle valeur xi, il suffit d'appliquer cette fonction en fait. La densité, cela est valable, comme je disais, pour n'importe quelle loi de probabilité. Maintenant, s'agissant, si on revient maintenant à ici c'est PI, c'est densité de probabilité, et sigma c'est l'écart type, j'en ai déjà parlé. Maintenant, si on revient à la notion de table statistique, c'est que c'est un tableau de correspondance qui va se présenter comme ce que vous voyez à l'écran. Ici, le premier tableau que j'avais ici, je vous le représente, c'est des petits PI. Et voilà, faites la différence petit PI à partir de cette expression. Petit PI ici est appelé densité de probabilité. Maintenant, quand on passe à la notion de table statistique, on a maintenant les grands PI. Donc, c'est pour ça, voilà, j'insiste sur petit PI et grand PI en fait. Donc, et vous remarquez que dans la table statistique, à chaque valeur xi correspond une valeur grand PI. Je vais vous détailler ce que c'est concrètement la valeur grand PI. Donc, en fait, grand PI est ce qu'on appelle probabilité de répartition. Il fait référence en fait à la fonction de répartition. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'on appelle fonction de répartition, mais je vais vous expliquer réellement ce que c'est que PI en fait. Pour ne pas trop vous embrouiller sur la notion de fonction de répartition, etc., etc. Mais il faut juste noter que grand PI, c'est la somme des densités de probabilité petit PI de xi et des densités de probabilité de toutes les valeurs xr qui précèdent xi. Encore, je reprends, c'est la somme de la densité de PI xi, de xi en fait, donc xi a sa propre densité, et avant xi, on a des valeurs, on avait xi-1, xi-2 jusqu'à xi-infini. Donc toutes les valeurs qui viennent avant xi, ils ont leur densité. Donc je fais la somme des densités de toutes les valeurs qui viennent avant xi, plus la densité de xi, et ça fait grand PI pour xi. Voilà, donc c'est comme ça qu'on commence à construire une table statistique. En fait, grand PI peut s'exprimer comme ceci en fait, très concrètement. Donc, grand PI égale somme R allant de moins infini à I, jusqu'à I, donc on ne dépasse pas I plus 1. Donc là, jusqu'à I, les PI qui précèdent I en fait. Donc, j'espère que l'explication vous paraît plus claire en fait. Donc, c'est la somme de toutes les densités de probabilité avant I.
ça fait la probabilité PI. Donc, c'est un cumul, en fait, de densité. Et donc, et par exemple, si je prends un exemple dans ce tableau, pour obtenir P3, par exemple, P3 n'apparaît pas dans le tableau, mais prenons P2. Pour obtenir P2, grand P2, en fait, on va faire petit p moins infini, le précédent tableau tout à l'heure, plus petit p de toutes les valeurs jusqu'à x0, donc petit p x0, petit p1, 1 et petit p2. Et ça fait grand p2 en fait. Donc c'est la somme de toutes les densités. Et pourquoi en fait, vous voyez d'ailleurs par exemple à la fin, pour x à l'infini, on va supposer que la dernière valeur c'est à l'infini. Vous voyez que p infini est égal à 1. Parce que cela donne, en fait, cela se base sur une propriété qu'on a déjà vue sur les lois statistiques, c'est-à-dire que c'est la propriété de probabilité totale, en fait, hein, la somme des densités sur l'univers I vaut toujours 1. Donc, comme il n'y a plus de valeur après plus infini, donc quand on fait la somme de toutes les densités qui sont avant moins infini, avant plus infini, pardon, on trouve forcément 1. Donc, une table statistique, je reprends, une table statistique est un tableau de correspondance qui, à chaque valeur xi de la variable aléatoire qu'on étudie, on associe une valeur de probabilité grand P qui est égale à la somme des densités de toutes les valeurs qui viennent avant cette valeur. Donc c'est un peu voilà, il y a une subtilité par rapport à la fonction de densité qu'il faut savoir voilà, retenir, sachant que les petits pays sont calculés à partir des fonctions de densité comme je viens de me présenter pour la loi normale, mais ça veut aussi dire que pour construire une table statistique, il faut passer par des calculs fastidieux en fait. Il faut construire d'abord la table des probabilités de densité, ensuite calculer les grands pays avec cette somme. Donc si vous avez une infinité de valeurs, c'est évident que le calcul va prendre plus de temps et que la table statistique sera assez grande en fait. Donc qu'est-ce que je peux encore rajouter en termes de détails par rapport à ce niveau ? Il faut savoir que je donne tous ces détails aussi. C'est pour montrer que pour chaque loi statistique, en fait, dès lors qu'on connaît l'expression de sa densité de probabilité, comme je viens de le dire, on peut calculer la densité de probabilité petit i, et ensuite on peut construire la table statistique en calculant les grands pays. Donc ça se fait en 2 étapes pour aboutir finalement à la table statistique. Mais si chaque fois, pour une loi donnée, nous-mêmes on doit faire notre propre calcul pour calculer la table statistique, ça devient vite insupportable, quoi. Insoutenable en tout cas. Mais c'est grâce au travail des premiers statisticiens. Justement, on dispose maintenant des tables statistiques préconstruites, en fait. Hein. N'ont plus besoin de construire notre propre table, en fait. Hein. Elles existent déjà, d'ailleurs, sur Internet, avec quelques clics, on peut trouver facilement de nombreuses tables statistiques maintenant, des lois usuelles comme la loi normale, la loi de Kidde, la loi de Student, la loi de Fisher, etc., etc. Ce sont des tables, d'ailleurs, il faut savoir que les tables, pourquoi on insiste sur la notion de table statistique ici ? Parce que ce sont des informations qui vont permettre de conclure des tests. On ne peut jamais conclure un test statistique sans passer par une table statistique. C'est pour ça la compréhension, la manière de construire une table statistique et l'exploitation des tables statistiques est essentielle pour pouvoir dérouler entièrement en toute autonomie un test statistique. Voilà. Donc, notamment, par exemple, les tables statistiques sont utilisées dans les procédures de test, notamment pour déterminer les quantiles. Quand on veut déterminer les quantiles, enfin, quand on parle de quantiles, on parle des XI qui sont dans la première ligne. XI, c'est les quantiles, par exemple. Une fois que la table est construite, les XI prennent le nom de quantile ou de fractile. Vous allez entendre parler de fractile ou de quantile. Sachez que dans une table statistique, on parle des XI. Ensuite, on va parler de probabilité. Soit de quantile ou de probabilité. Quand on parle de probabilité, il faut savoir qu'on parle des grands pays. Pas de petits pays, mais grands pays. Donc, c'est pour ça que dans les tests statistiques, soit on va chercher, on connaît XI, on veut savoir PI, en fait. Donc, il faut venir dans la table, identifier la valeur XI que vous avez et rechercher la valeur PI correspondante pour retourner à votre test. Il y a des tests également où on connaît grand PI, mais on ne connaît pas XI, alors il faut revenir dans la table
pour trouver la valeur XI correspondante. C'est vraiment, la table sert à mettre à disposition, sert à déterminer XI, sachant PI connu, ou à déterminer PI, sachant XI connu. Voici en gros, schématiquement, qu'est-ce qu'une table statistique et comment comment elles sont construites et pourquoi et comment elles sont utilisées. Maintenant, dans cette vidéo, justement, je vais essayer de la compléter. Et dans les vidéos qui vont suivre, je vais vous présenter les méthodes de lecture et d'exploitation des tables de la loi normale 0,1, la loi normale centrée réduite, de la table de la loi de Key 2, la table de la loi de Student et la table de la loi de Fisher. 4 lois usuelles incontournables en économétrie. Donc, on va commencer par la table de la loi normale. Donc, restez bien concentrés en fait. Déjà, la première chose, c'est la structure de la table. Comment la table de la loi normale est structurée. Déjà, première chose, il s'agit en fait d'une table à double entrée. Une table à double entrée. Dans la première colonne, nous avons les valeurs des quantiles à 1 décimal près. On avait vu dans le tableau tout à l'heure X en fait. Quand je parle de quantile, bon, on va changer maintenant. Au lieu de parler de X, pour la loi normale, on parle de Z. Donc XI de façon théorique comme ce qu'on a vu, mais maintenant on parle de Z, donc c'est Z. Et on va prendre la valeur Z, on va décomposer en une valeur, voilà, on va décomposer en 2 valeurs. Dans la première colonne, là, la première colonne du tableau en bleu, on a la valeur Z avec juste 1 décimal après la virgule. Voilà. Et dans la première ligne, les valeurs décimales restantes de Z. Donc, ce qu'il faut dire ici, en fait, c'est la somme des 2 valeurs, 1 décimal après la virgule et 2 décimales après la virgule, c'est la somme des 2 qui forment Z au complet. En fait, la table de la loi normale, elle est un peu étrange dans le sens où on a pris Z, on a décomposé en 2 sous-parties. Une première partie dans la première colonne et une deuxième partie dans la première ligne. Par exemple, si je prends la valeur 0,1 voilà, dans la première colonne et je fais le croisement avec le 0,01 sur la première ligne, donc ça veut dire que j'ai 0,11. Par exemple, voilà, 0,11, c'est la vraie valeur de Z, mais la table de la loi normale a préféré décomposer 0,11 en 2 valeurs, 0,1 d'abord dans un premier temps et 0,01 dans un deuxième temps. Mais pour obtenir la valeur complète, c'est 0,11. Par exemple, je prends quelque chose, 0,23 par exemple, Z égale 0,23. Pour retrouver 0,23 dans la table de la loi normale, il faut chercher d'abord 0,2. Là, j'ai trouvé 0,2, c'est sur la 4e ligne. Et il faut trouver 0,03 dans la 4e, dans la 5e colonne. Voilà. Donc, la somme des deux fait 0,23. Donc, quand on vous donne, pour pouvoir exploiter voilà, une table, pour pouvoir exploiter la table de la loi normale, une fois que vous connaissez Z, c'est-à-dire le quantile Z ou X, lorsque vous connaissez la valeur, il faut toujours décomposer. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, 1,98. Vous avez Z égale 1,98. Comment vous retrouvez 1,98 dans la table? 1,98. Il y a 3, donc vous mettez 1,9 d'abord, c'est un chiffre après la virgule, donc vous arrêtez un chiffre après la virgule, 1,9, ok, vous recherchez dans la première colonne 1,9. Il reste 0,08, vous cherchez, voilà, la 0,08 sur la première ligne, et vous allez trouver justement 0,08, et le croisement entre les 2 valeurs tout à l'heure va donner quelque chose que je vais vous présenter, mais ça donne P en fait, ça donne grand P, mais grand PI. Qu'on va voir, mais il faut voir d'abord cette structure de la table. Donc, on est d'accord sur la structuration de la table de la loi normale. En en-tête, on a les valeurs de Z décomposées en une valeur avec un chiffre après la virgule, et le reste des chiffres, les troisième, deuxième et troisième chiffres après la virgule sont présentés sur la première ligne. Voilà. Donc là...
Ça, c'est une information importante à noter. Maintenant, je vais essayer de compléter aussi avec d'autres informations. Maintenant, on commence à construire en fait la structure de la table de la loi de la loi normale. À l'intérieur des tableaux en fait de la loi normale, on a les probabilités grand pays. Voilà. Toujours encore une fois, je rappelle, la table une table statistique est une table de correspondance entre les quantiles et les probabilités. Sauf qu'on a décidé, les statisticiens ont décidé de présenter la structure de la table normale sous cette forme. Maintenant, je vais vous faire un petit exercice. Désolé, je n'ai pas gardé mon stylet avec moi, mais je vais essayer. Par exemple, quand quand je prends par exemple 0,972. 0,972, vous voyez bien 0,972 dans le tableau. C'est sur la ligne où il y a 1,9 et la colonne où il y a 0,02. Donc voilà, c'est sixième ligne 1,9 et cinquième colonne 0,03. Au croisement de ces deux valeurs, vous avez... Non, pardon, je reprends. J'ai dit 0,972, c'est au croisement entre la sixième ligne, donc 1,9, et la quatrième colonne 0,02. Donc, encore une fois, 0,972 correspond à grand pays. Donc, je vais vous... Voilà, en anticiper. Quand on vous dit, par exemple, quel est le quantile qui correspond à 0, sachant que 0,972 c'est la probabilité grand P en fait, on vous demande quelle est la probabilité, quel est le quantile Z correspondant à 0,972. Il suffit tout simplement de voir en en-tête, vous identifiez 0,972 d'abord, et au premier en-tête, dans la première colonne, vous trouvez une première valeur, donc vous avez 1,9, et vous montez aussi un peu plus en haut, donc dans la première ligne, vous trouvez 0,02 et vous faites la somme de ces deux valeurs, donc ça va faire 1,92. Donc le quantile correspondant à la probabilité 0,972 est égal à 1,92. Vous pouvez également faire le chemin inverse. On vous dit par exemple que j'ai un quantile qui est égal à 1,92. Et on vous dit quelle est la probabilité correspondante. Vous faites le chemin inverse, vous prenez 1,92, vous décomposez d'abord en deux sous-parties. Une première partie avec un chiffre après la virgule, donc 1,9. Donc vous cherchez 1,9 dans la première colonne, vous avez retrouvé 1,9. Et 0,02, vous cherchez ça sur la première ligne, vous avez trouvé 0,02. Et vous faites le croisement des deux, vous tombez dans la cellule sur 0,972. Donc, ça veut dire que la probabilité grand PI correspondant à 1,92 égale 0,972. C'est comme ça qu'on exploite la table statistique de la loi normale centrée réduite. Mais on va prendre des exemples très concrets tout à l'heure. Voilà. Ici, par exemple, ça c'est un exemple très clair. 0,543, c'est la probabilité. Et le quantile correspondant, c'est 0,1 plus 0,01. Donc, ça fait 0,11. Donc, je ne sais pas si on est d'accord sur le principe. Parce qu'en faisant la somme des en-têtes, 0,1 plus 0,01 égale 0,11. Donc, pour Z égale 0,11, la probabilité P est égale à 0,543. C'est comme ça qu'on lit la table. Ici, on va essayer d'avoir, si c'était une version un peu allégée de la table de la loi normale, hein, mais on peut trouver justement des valeurs encore plus grandes. Par exemple, si je reviens à ce niveau, par exemple, ça c'est un cas de table de la loi normale un peu plus grand, même si encore il y a que peu de valeurs. En fait, il y a des tables plus grandes. En fait, ça dépend ici, par exemple, on a Z allant de 0,1 jusqu'à 2, par exemple. Avec un chiffre après la virgule, et si la partie décimale avec deux chiffres après la virgule, ça peut aller jusqu'à 0,09. Donc c'est comme ça une table un peu plus grande que ce que j'ai. Mais il y a encore des tables qui sont encore
plus, on va dire, avec des centaines de valeurs qui sont encore plus précises en fait. Hein. Donc, si la valeur que vous cherchez ne se trouve pas dans cette table, il vaut mieux aller chercher des tables plus complètes, etc. Donc, en fonction des besoins et de la précision, on peut trouver des tables encore plus précises, plus fournies, plus garnies, etc. Donc ça, c'est juste un exemple pour montrer que la table de la loi normale, quelle est sa structure d'abord, et comment elle peut être garnie en termes d'information. Par exemple, je prends un cas... je ne veux pas trop vous fatiguer avec la lecture des chiffres comme ça, mais je veux avoir quelle est la probabilité, je vous pose une question comme ça, quelle est la probabilité correspondant à z égale 0,52. 0,52. La probabilité correspondant à 0,52, la démarche que vous faites, vous prenez z égale 0,52, 0 égale 0,5 plus 0,02. 0,5, vous identifiez dans la première colonne où se trouve 0,5, j'ai trouvé, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, à la 7e ligne, en fait, et 0,02, c'est 4e colonne, 1, 2, 3, 4. Donc, au croisement entre 0,5 et 0,2, en fait, on a 0,699. Donc, ça veut dire que la probabilité correspondant à 0,52, c'est 0,699. Et je fais le chemin inverse. Je vous donne une probabilité comme ça, par exemple 0,622. J'espère que vous voyez bien. Je n'ai pas mon stylet avec moi là pour faire cette vidéo, sinon j'allais bien vous marquer pour vous montrer. Mais voilà, on va se débrouiller avec les moyens de bord pour cette vidéo. Donc là, j'ai 0,622 et je vous dis quelle est la valeur Z correspondante. Tout simplement, il faut faire la somme entre 0,3 et 0,01. Donc ça fait 0,31. C'est comme ça qu'on exploite la table de la loi normale, la loi normale centrée réduite. Donc en revenant un peu, maintenant ce qu'on va essayer de faire, on va passer maintenant, donc je vous ai montré qu'on peut définir Z, déterminer Z sachant la probabilité P ou déterminer la probabilité P sachant Z en fait. Ce sont les deux cas. En fonction de test que vous avez à voir, vous avez que ces deux cas en fait. C'est pour ça qu'il faut savoir faire ces deux démarches. Voilà. Maintenant, on va prendre le cas où il s'agit de déterminer le quantile Z lorsque la probabilité P est connue. Voilà. Donc, maintenant, un instant. On va prendre un exemple. Déterminer Z lorsque P est connu. On donne par exemple P égale 0,973. On vous demande quelle est la valeur de Z. Donc je vous rappelle encore, les probabilités P se trouvent à l'intérieur des cellules et les Z se trouvent en en-tête de tableau, c'est-à-dire dans la première colonne et de la première ligne. Il faut toujours faire la somme du croisement de lignes et de colonnes pour trouver la valeur complète de Z. Donc, pour résoudre cet exercice, ce qu'il faut faire en premier, c'est d'aller dans le tableau et d'identifier la valeur 0,973. Voilà. Et 0,973, et lorsqu'on va prendre ce tableau, il faut chercher un peu et on va trouver où se trouve 0,973. On voit que c'est 0,973, c'est là, c'est au croisement de cette valeur. Maintenant, et comme vous voyez, en fait, c'est au croisement entre 1, la première étape, c'est d'identifier la probabilité. J'ai vu où se trouve la probabilité, c'est 0,973. Après, je vais regarder maintenant en en-tête. Automatiquement, je vois que c'est au croisement entre 1,9 et 0,03. Donc, voilà, c'est ce que ça donne en en-tête. Ce qui veut dire que pour déterminer Z, alors il faut tout simplement faire 1,9 plus 0,03, ce qui donne 1,93.
Voilà. Donc, j'ai répondu à la question. Déterminer Z lorsque la probabilité P est connue. On fait cette démarche. On identifie la probabilité à l'intérieur des cellules et ensuite, on va faire la somme des deux valeurs en en-tête pour trouver la valeur complète de Z. Donc, la question est résolue. Si P égale 0,973, alors Z égale 1,93. J'espère que la démarche est claire pour vous. Maintenant, on va faire le deuxième cas. Déterminer la probabilité P lorsque le quantile Z est connu. Voilà. Cette fois, l'exemple, ce serait ceci. J'ai Z égale 1,98. À quoi égale P? Sachant que ces questions ne se posent pas comme ça par hasard. Hein. Ces questions, vous allez faire face à ces scénarios lorsque vous allez dérouler votre test. Par exemple, on fait un petit retour en arrière pour rappeler. Dans la procédure de déroulement de test, lorsque vous avez calculé votre statistique S étoile, vous allez choisir votre seuil d'erreur. Et le seuil d'erreur, par exemple, le seuil d'erreur d'un test bilatéral, généralement, c'est 1 moins alpha demi. Si alpha égale 0,5, alpha, c'est le seuil d'erreur de première espèce. Hein. 1 moins alpha demi, c'est 0,975. Donc, la probabilité égale à 0,975. Maintenant, vous allez calculer la statistique théorique à partir de la table. Ça veut dire que vous êtes dans ce scénario, vous êtes dans le cas où vous connaissez P, mais vous ne connaissez pas Z. Alors, c'est le cas qu'on vient de traiter là, en fait. Vous connaissez P, c'était 0,973 et vous avez déterminé Z. Et c'est ce Z que vous comparez avec votre statistique calculée pour pouvoir décider pour le test, rejeter H0 ou ne pas rejeter H0. Maintenant, il y a des cas aussi où dans le test, vous avez Z, mais vous voulez savoir la probabilité. Voilà. Et tout simplement pour voir la probabilité, si le risque est très élevé ou le risque n'est pas très élevé. Les probabilités, c'est généralement des risques ou de seuil de confiance. Maintenant, nous sommes dans le cas ici où on connaît Z et il faut déterminer P. On revient toujours dans le tableau. Donc, la première chose, c'est toujours Z est toujours à décomposer entre une valeur décimale avec un chiffre après la virgule et le restant, on va dire, le deuxième chiffre après la virgule, la partie décimale restante en fait. Donc 1,98 égale 1,9 plus 0,08. 1,9, vous le cherchez dans la première colonne du tableau et 0,08 dans la première ligne du tableau. Comme ici par exemple, voilà. On a donc 1,9, on l'a trouvé, il est dans la première colonne. Et j'ai aussi un petit détail. Lorsque vous ne trouvez pas, puisque toutes les tables ne sont pas aussi précises, en fait, comme les tables sont des constructions, donc celui qui a construit la table choisit ses propres valeurs qu'il souhaite présenter. Donc, si la table statistique que vous utilisez ne présente pas exactement que la valeur que vous cherchez, cherchez la valeur la plus proche. Par exemple, si je n'avais pas 1,9 dans mon tableau et que j'ai 0,89 ou 0,88, bah comme je n'ai pas 1,9, non, j'ai 1,88, je n'ai pas 1,9, bah il faut que je choisisse la valeur la plus proche. Que ce soit en termes de probabilité ou en termes de Z, il faut toujours prendre la valeur la plus proche par rapport aux valeurs que vous recherchez. Si la table qu'on vous a fournie ne vous donne pas la valeur exacte que vous recherchez. Ici, ça c'est un cas que j'ai déjà préparé. Donc là, j'ai prévu déjà les valeurs. Donc 1,9 tombe exactement dans le tableau. Alors, je l'ai identifié. Et 0,08 aussi, je le vois dans mon tableau. J'ai identifié les deux valeurs. Mon objectif, c'est de voir quelle est la valeur P. Bah, c'est au croisement des deux valeurs. Je trouve justement et ce qui donne... cette valeur dans la cellule intérieure. Donc au final, lorsque Z égale 1,98, forcément P égale 0,976. Et si vous ne trouvez pas 0,976, mais si vous trouvez une valeur plus proche, 0,975 ou 0,977, c'est la valeur que la table va vous fournir qui est la plus proche de ce que vous recherchez. Voilà un peu comment on lit une table statistique. Mais il y a aussi un détail très très important. Vous avez remarqué que la lecture de la table, c'est un peu mécanique et un peu manuel. Et il faut
souvent, quand on était en classe, lorsqu'on préparait nos études de statistiques, on venait avec les tables statistiques étaient autorisées comme les calculettes étaient autorisées à un moment donné. C'est-à-dire que les tables statistiques faisaient partie des outils du statisticien en fait. Il fallait venir avec ces tables statistiques pour pouvoir interpréter ces tests. Maintenant, avec l'évolution technologique, etc., bon, les tables statistiques maintenant, bah, ils se trouvent dans les logiciels. Donc automatiquement, on peut, voilà, qui sont même d'ailleurs plus les tables codées dans les logiciels statistiques ou informatiques sont plus précises que les tables manuelles qu'on a, comme on a vu tout à l'heure sur papier. Ben, on ne présente que quelques valeurs seulement. Généralement, les valeurs ne sont pas complètes. Mais par contre, dans un logiciel statistique ou un outil informatique, les valeurs sont beaucoup plus, on va dire, les tables sont beaucoup plus complètes en fait, puisque il y a des algorithmes qui calculent automatiquement, qui appliquent les formules qu'on vient de voir tout à l'heure, quoi. On n'a pas besoin d'écrire les tables statistiques codées en valeur 1, 2, 3, comme c'est dans le logiciel statistique. Les calculs se font automatiquement. Les logiciels prennent des valeurs, puisqu'ils sont plus rapides, ils prennent des valeurs, ils appliquent les fonctions de densité, comme on a vu tout à l'heure. On calcule les petits pays, ensuite on fait la somme sur un univers un univers de valeurs assez grand, et on vous donne une valeur plus précise. Donc, je vous recommande vraiment d'utiliser, lorsque vous êtes dans le cadre d'une étude en classe, bah, maintenant, bah, vous faites avec les moyens autorisés par l'enseignant, mais quand vous êtes dans le cadre professionnel ou dans le cadre de la recherche, utilisez les logiciels statistiques ou les outils informatiques à votre disposition pour exploiter les tables statistiques. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'utilisation de Microsoft Excel, par exemple, pour exploiter une table statistique. C'est assez direct et simple. Et maintenant, on va répondre à la même question que ce qu'on vient de voir. Déterminer le quantité Z lorsque la probabilité P est connue ou déterminer la probabilité P lorsque le quantité Z est connu. Maintenant, je prends le premier cas, déterminer le quantité Z lorsque la probabilité P est connue. Tout simplement, c'est la formule Excel à utiliser. L'Excel en langage français, bien entendu, j'ai présenté ici le langage, l'Excel en langue française, mais il y a la version aussi, je pense que c'est loi normale standard inverse. En anglais, ça peut être différent, mais ça, c'est la formule en français. Donc, vous faites loi.normal.standard inverse et vous, tout simplement, et vous mettez la valeur de P que vous recherchez. C'est assez direct en fait. Et comme vous voyez, par exemple, là c'est une loi normale standard inverse 0,973. C'est l'exemple qu'on avait dit, qu'on avait pris tout à l'heure et qu'on avait traité manuellement. Bah, cette formule renvoie 1,927. Donc 1,927 qui est la valeur la plus précise, je dire parce que les logiciels sont plus précis que, on va dire, que le calcul manuel, mais c'est sensiblement égal à 1,93 que nous avons exploité et que nous avons eu dans notre lecture manuelle. Donc entre lire une table statistique manuellement, utiliser une formule Excel, bah, on obtient quasiment les mêmes résultats. On obtient les mêmes résultats ou sinon des résultats plus précis avec Excel en fait. Voilà. Donc ça c'est le premier cas. Je vous recommande vivement d'utiliser les formules Excel pour pouvoir exploiter les tables statistiques. Maintenant voilà, si on faisait la lecture manuelle, c'est ce qu'on aurait obtenu. Donc ici, on a la probabilité était égale à 0,973. En lisant la table, c'est la correspondance entre 0,03 et 1,9 et ça donne 1,93. Donc, que ce soit la lecture manuelle ou la lecture avec Excel, Microsoft Excel, on trouve le même résultat. Maintenant, on va prendre le cas, déterminer la probabilité P lorsque le quantité Z est connu. La formule est différente en fait. Il faut juste... voilà, la formule c'est loi.normal.standard.n Z. La valeur Z, c'est le quantité Z que vous avez et vous mettez vrai. Vrai, c'est pour indiquer... Justement, je parlais tout à l'heure de le mot vrai ici, ou faux, en fait, ça fait référence, est-ce que je fais un cumul ou je ne fais pas de cumul. Je vous ai parlé tout à l'heure de grand P et de petit p. Quand on met vrai, avec cette formule, ça calcule grand P.
grand PI parce que ça fait le cumul de toutes les valeurs qui viennent avant Z. C'est ça qu'on appelle fonction de répartition. Mais quand je mets faux, ça veut dire qu'il me renvoie à la fonction de densité. C'est pour ça que je dis que Excel est beaucoup plus riche que le calcul manuel, parce qu'on aurait fait tout ça à la main. On aurait calculé d'abord petit PI, ensuite on fait la somme cumulée, mais avec cette formule loi normale standard inverse point n point z et point en mettant vrai. Donc ça, tu dis, on est en train de dire à Excel, calculez-moi la fonction de répartition de la valeur z. Et voilà, et en prenant 1,98 et on trouve 0,976. Et on retombe sur les mêmes valeurs que ce qu'on a eu dans le tableau. C'est-à-dire 1,96 plus 0,98, on trouve 0,976. Donc que vous utilisez la lecture, il faut maîtriser les deux en fait. Il faut maîtriser la lecture manuelle à partir d'une fiche que vous avez ou à partir d'une table que vous avez, ou vous utilisez l'outil informatique que vous avez à votre disposition, tout simplement. Voilà, ça c'est... voilà ce qu'on pouvait dire par rapport à la lecture de la table de la loi normale centrée réduite. Donc, ce qui est important à savoir, c'est qu'est-ce qu'une loi statistique. Ici, donc, qu'est-ce qu'une loi statistique, qu'est-ce qu'une table statistique, et comment construire une table statistique, et comment lire une table statistique. Dans cette vidéo, on s'est focalisé sur le cas de la table statistique de la loi normale. Je vous ai montré que la structure, c'est les probabilités sont dans les cellules intérieures et les quantiles sont décomposés en deux parties. Une partie avec un décimal après la virgule et une partie avec les deux autres valeurs décimales dans la première colonne. Dans la première colonne, un décimal après la virgule dans la première colonne et dans la première ligne, les autres valeurs décimales. Et c'est la somme de ces deux qui constitue la valeur Z. Pour obtenir la probabilité P, il faut chercher les deux valeurs décomposées et le croisement des deux permet de retrouver la valeur P. Et quand on connaît la valeur P, il faut monter dans les entêtes pour trouver la valeur Z, etc., etc. Donc ce cas est possible lorsqu'on veut déterminer P sachant Z, ou on connaît Z, on veut déterminer P du coup, ou sinon on connaît P, on veut déterminer Z. Donc c'est vice versa en fait. Donc j'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre ce que c'est que la table statistique de la loi normale et comment l'exploiter maintenant et comment l'utiliser. Pour voir réellement l'utilité de cette vidéo, je vous recommande en fait de revenir dans les vidéos 8 et 9 dans lesquelles on a déroulé des tests statistiques. Je vous ai toujours référence pour dire on va aller lire la table de la loi normale. Donc vous allez voir l'utilité de cette vidéo lorsque vous retournerez dans les vidéos de tests statistiques. Comme ça fera une connexion et vous comprendrez la logique dans son ensemble. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour vous parler notamment de la présentation de la loi de, c'est pas peut-être la loi de Student ou la loi de Key 2. On va commencer peut-être par la loi de Key 2, mais dans tous les cas, dans les vidéos qui vont suivre, je vais vous présenter la lecture de 3 autres tables, la loi de Student, la loi de Key 2 et la loi de Fisher. Donc je vous donne rendez-vous à bientôt pour la prochaine vidéo.